Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo pour parler d'analyse fonctionnelle et d'analyse de la valeur. Alors ce sont des mots qui sont souvent employés parfois à mauvais escient, notamment à propos de l'analyse de la valeur. Alors à quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est? La question tourne autour de la valeur. Alors qu'est-ce que c'est que la valeur? Alors la valeur d'un produit ou la valeur d'une prestation, c'est tout d'abord l'utilité que ce produit ou cette prestation apporte à son client, donc celui qui va l'acheter ou celui qui le conçoit. Mais cette valeur, ce n'est pas que l'utilité, puisque cette utilité, pour l'avoir, pour la mettre en place, ça va nous coûter un petit peu. Et donc, la valeur, ça va au final être le ratio entre l'utilité de la chose qu'on est en train de concevoir ou que l'on va acheter, ramené au coût correspondant. Ce qui veut dire que lorsqu'on va faire de l'analyse fonctionnelle ou de l'analyse de la valeur, il va falloir attraper les deux aspects du produit, à la fois donc l'aspect de l'utilité de ce produit et l'aspect de combien ça coûte. Alors ce que je vous propose de faire, c'est de rentrer dans le détail un peu de cette méthode, qui va être utilisée bien sûr dans les bureaux d'études au niveau de la conception, donc pour faire de la conception à coût objectif par exemple. Ça va être utilisé au niveau des projets, donc un chef de projet va être particulièrement intéressé par la notion de valeur, puisque il va pouvoir la vendre éventuellement à un client. Et bien sûr, l'outil va servir aux acheteurs, puisque lorsqu'on va analyser les offres des fournisseurs, va se poser la question de est-ce qu'on en a pour son argent, c'est-à-dire est-ce que c'est aussi utile que c'est coûteux au final. Voilà. Alors, dans l'ordre, donc vous avez compris, analyse fonctionnelle, analyse de la valeur, donc ce sont deux chapitres qui sont contigus, donc on commence par l'analyse fonctionnelle, et on termine par l'analyse de la valeur, qui est un peu la cerise sur le gâteau de l'analyse fonctionnelle. Alors, l'analyse fonctionnelle, c'est quoi? Ça va consister essentiellement à bien maîtriser, bien dimensionner le besoin. Donc, quand on va concevoir un nouveau produit, il y a deux façons de faire. Si on se place dans l'hypothèse qu'on va acheter ce produit à un fournisseur, on peut lui envoyer un cahier des charges produit, qui va soit décrire complètement la solution telle qu'on l'a définie, soit qui va plutôt décrire complètement le résultat qu'on attend de la solution. Et donc ce sont deux approches différentes. La première, hein, quand on décrit la solution, on met le fournisseur en obligation de moyens, c'est-à-dire que si jamais ça marche pas, bah, au final c'est bien notre faute et on est responsable, hein, quand il faudra gérer le problème, si problème il y a bien sûr. Alors que dans l'autre cas, lorsqu'on raisonne plutôt sur le dimensionnement du résultat du produit que l'on va acheter, ou de la prestation, si jamais ça marche pas, concrètement, c'est celui qui s'est engagé à mettre à disposition le résultat qui est en tort. Et là, en l'occurrence, ce sera le fournisseur. Si on est encore une fois dans l'hypothèse d'un produit que l'on achète. Donc c'est la différence entre l'obligation de moyens et l'obligation de résultat, hein, que les acheteurs connaissent bien. L'obligation de moyens nous emmène plus facilement au tribunal que l'obligation de résultat. Donc ça c'est pour l'aspect juridique des achats. Voilà. Donc petit aparté juridique mis à part, on revient à notre question fondamentale, c'est quoi le besoin? Donc le besoin, il va falloir le décrire. Donc on imagine, je sais pas, une nouvelle installation dans un atelier par exemple, un nouveau produit, une nouvelle prestation. Ce besoin, on va l'écrire, on va le décrire dans un cahier des charges au final, et il y aura une certaine valeur juridique puisque de toute façon ça va être dans les annexes du contrat, et c'est ça qui fera office de jugement de paix lorsqu'on va regarder au final si le produit ou la prestation est conforme à ce qu'on a demandé. Donc le cahier des charges, il ne faut pas le louper. Pour pas le louper, une méthode couramment utilisée pour les sujets en jeu, bien sûr, hein, c'est l'analyse fonctionnelle. Donc fonction, ça veut dire qu'on va raisonner en termes de résultats. Une fonction, ça se décrit comme un verbe à l'infinitif et des compléments. Hein. Par exemple, c'est fait pour, et on explique pourquoi est fait notre produit ou notre prestation. Alors si on raisonne bien, hein, par rapport à un exemple, je prends une machine à café par exemple, c'est fait pourquoi une machine à café? Bien sûr, c'est fait pour faire du bon café, mais pas que ça. C'est fait aussi pour que ça soit agréable à la vue, donc il faut qu'elle plaise cette machine. Peut-être qu'il faut qu'elle consomme pas trop de courant électrique, peut-être qu'il faut qu'elle fasse pas trop de bruit. Donc là, on va voir apparaître un certain nombre de besoins qui sont tous différents, ils sont pas forcément liés les uns aux autres. Et donc, la première étape de l'analyse fonctionnelle va consister à recenser le besoin.
Alors, recenser le besoin par fonction, évidemment. Alors, il y a un certain nombre d'outils pour ça. On va juste évoquer en passant le diagramme de Kano. Kano, hein, c'est un spécialiste japonais qui a remarqué que le besoin pouvait se décrire de trois façons, en fonction de la satisfaction des fonctions et de la satisfaction que cela apporte au client. Et si on trace un diagramme satisfaction du client en fonction de la satisfaction des fonctions, on va voir apparaître trois types de besoins. On va voir le besoin qu'on appelle explicite proportionnel, c'est celui pour lequel plus les fonctions sont satisfaites, plus je suis content. Bon, bah ça c'est classique, c'est ce qu'on va trouver de manière assez intuitive dans tous les cahiers des charges. Après, il va y avoir le besoin implicite must-have, c'est celui qu'en général on oublie. Exemple, l'anesthésie chez le dentiste. On va pas choisir son dentiste en fonction de l'anesthésie, c'est tellement évident qu'on va l'avoir qu'on pense même pas à le demander. Donc là, ce sont des fonctions pour lesquelles, si les fonctions sont satisfaites, alors le client il est content, ça va sans dire quoi, mais c'est juste normal. Par contre, si les fonctions sont pas satisfaites, là le client il va un petit peu hurler. Voilà, donc c'est l'histoire d'anesthésie. Troisième catégorie de besoins selon Kano, c'est le besoin attrayant différenciant, pour lequel si la fonction n'est pas satisfaite, c'est pas grave du tout. Par contre, si elle l'est, ça apporte un sacré plus qui serait vraiment différenciant, notamment par rapport à la concurrence. Donc voilà, donc on va raisonner en termes de typologie de fonctions de Kano. Ça va nous aider peut-être à recenser déjà un certain nombre de fonctions. Alors ensuite, on n'oubliera pas que les fonctions, il y en a aussi trois autres sortes. On peut faire le découpage d'une autre façon. Il y a les fonctions d'usage. Exemple, une voiture c'est fait pour aller d'un point A à un point B. Bon, ça c'est classique. Mais une voiture, si je demande une berline allemande, c'est pas du tout pour aller d'un point A à un point B. C'est bien parce que c'est une berline allemande et que ça me fait plaisir de rouler dans une berline allemande. Donc là, on va retrouver des fonctions qui sont plus des fonctions d'estime, qui sont liées à l'humain, qui sont liées à l'ego. C'est des questions auquel on va répondre quand on se pose la question de savoir pourquoi on achète un iPhone ou pourquoi on achète un sac Vuitton. Voilà, donc là on va retrouver des fonctions dites d'estime. Bien sûr, il va y avoir des fonctions de contrainte. Les fonctions de contrainte, ça va être des fonctions qui sont liées à l'environnement immédiat de la chose qu'on achète, mais qui vont être contraignantes du fait de la législation, par exemple, ou tout simplement du fait de la technique. Ça peut être, je sais pas moi, sur un produit électrique, je veux une connectique SAGEM. Pourquoi? Parce que tout l'environnement c'est du SAGEM, et le produit que je suis en train de développer, s'il se branche pas dessus, mon besoin, je ne saurais pas l'utiliser. Voilà, donc vous avez compris, notre analyse fonctionnelle elle commence par un recensement de besoins. On va retenir qu'il y a 4 outils pour ça. Le premier, c'est l'outil de brainstorming qui est classique, la méthode des post-it, où on va privilégier la quantité d'idées plutôt que la qualité. Ensuite, il ne faudra pas oublier de raisonner également sur notre produit, sur notre prestation, par rapport à la notion de cycle de vie. Le produit que je vais concevoir, ou que je vais acheter, je veux pas qu'il fonctionne juste au moment où je l'achète. J'aimerais bien qu'il fonctionne parfois un peu plus longtemps. Le cycle de vie du produit, ça va aller de sa mise à disposition, voire peut-être même parfois en amont de ça, jusqu'à sa destruction, jusqu'à sa mort. Et entre la naissance et la mort, il peut y avoir 50 ans. Je prends un produit ferroviaire par exemple, un wagon de marchandises, son cycle de vie, il va jusqu'au démontage, au démantèlement, au recyclage, des tôles par exemple. Voilà. Donc tout au long de ce cycle de vie, de notre produit ou de notre prestation, il va y avoir des phases, et à l'intérieur de ces phases, on pourrait se poser la question de est-ce que j'ai pas des besoins à prévoir? Voilà. Alors ensuite, le produit qu'on achète, c'est pas la première fois qu'on en achète des similaires. Peut-être que auparavant on a déjà acheté des produits de ce genre, peut-être que nos concurrents achètent le même ou le conçoivent, peut-être que des clients ont des expériences autour de produits similaires. Donc là, ce qui serait intéressant, c'est d'aller chercher du retour d'expérience, et notamment au niveau de nos services qualité, par exemple. On a des expériences à aller récupérer qui pourraient nous générer des fonctions à prévoir dans notre dossier, auxquelles on n'aurait pas pensé, mais Rex, grâce auquel, justement, on va avoir de nouvelles idées pour sécuriser des choses qui n'ont peut-être pas été sur des produits similaires antérieurs. Voilà. Alors ensuite, dans ces outils de recensement, il y a le dernier, c'est celui que les gens retiennent en général, il s'appelle la bêta-corne.
Alors la bête à cornes, qui s'appelle aussi la pieuvre, c'est un outil, si vous cherchez sur internet, hein, vous allez trouver des tas de représentations schématisées et imagées de ça. C'est un outil qui permet de recenser des fonctions qui sont issues des contacts qu'il y a entre le produit qu'on est en train de concevoir et son environnement direct. Et donc on va se poser la question, quelle fonction de service doit satisfaire par exemple notre produit pour le client par rapport à tout ce qu'il y a autour. Et tout ce qu'il y a autour, ça peut être les surfaces en contact, mais ça peut être du rayonnement électromagnétique, ça peut être la pluie, le beau temps, ça peut être des gens, ça peut être tout un tas de choses. Autour de notre produit, il se passe plein de choses. Et toutes ces choses-là, qui sont en interaction avec notre produit, vont éventuellement générer des fonctions à prévoir. Donc voilà. Donc une grosse phase de recensement, ça prend énormément de temps. Ça se fait évidemment en équipe et on va recenser toutes ces fonctions donc avec les 4 outils, donc je les résume, hein, le brainstorming, le cycle de vie, le retour d'expérience et la fameuse bêta-corne. Tout ça pour générer des fonctions de type canaux, c'est-à-dire des fonctions explicites proportionnelles, les implicites must-have, les besoins attrayants différenciants, et tout ça dans des catégories qui sont les fonctions d'usage, les fonctions d'estime et les fonctions de contrainte. Voilà. Donc ça, c'était la première phase de l'analyse fonctionnelle. Derrière, il va falloir faire un peu le tri là-dedans, parce qu'on va s'apercevoir que les fonctions sont parfois liées les unes aux autres par des liens de comment et de pourquoi. C'est pas de la cause à effet, mais presque quand même. On va s'apercevoir que certaines fonctions, comment je les réalise? Eh ben, en réalisant d'autres fonctions. Et ces autres fonctions, pourquoi je les réalise? Pour satisfaire la fonction dont on a parlé au départ. Et donc, il va y avoir ces liens qui vont apparaître de manière assez naturelle entre certaines fonctions que l'on aura donc recensées juste avant. Et il va falloir du coup organiser ces fonctions dans ce qu'on appelle une arborescence fonctionnelle. Donc par le jeu des questions comment et pourquoi, on va créer une arborescence de fonctions qui vont se relier les unes aux autres par un phénomène de cascade. Et lorsqu'on aura terminé cet exercice, on va s'apercevoir qu'il y a 2 paquets de fonctions qui vont être très intéressants. Il y aura des fonctions qui sont tout à gauche, dans une seule colonne, c'est ce qu'on appelle des fonctions de finalité. Ce sont des fonctions qui sont au plus proche du besoin du client. C'est les fonctions globales de notre produit. Je disais tout à l'heure, la machine à café, c'est fait pour faire du bon café, c'est fait pour qu'elle soit belle et qu'elle ne consomme pas trop de courant électrique. Voilà, ça serait des fonctions de finalité. De l'autre côté de l'arborescence fonctionnelle, on va s'apercevoir que, en bout de chaîne, si j'ose dire, on a des fonctions pour lesquelles, si on pose la question de comment je le fais, et bien la réponse à la question va déboucher sur une solution technique. La solution technique, on a dit qu'on la mettait pas dans le cahier des charges, hein, puisque c'est ce qu'on attend de notre fournisseur. Et donc, il faut qu'on s'arrête juste avant. Et donc, juste avant la solution technique, la dernière fonction qu'on va voir apparaître dans l'arborescence, ça s'appelle une fonction de réalisation. Ce qui est intéressant, c'est que ces fonctions de réalisation, c'est celles-là qu'on met dans le cahier des charges. Du coup, si on envoie à un fournisseur potentiel un cahier des charges fonctionnel avec des fonctions de réalisation, si notre arborescence fonctionnelle est bien faite, le fait de satisfaire des fonctions de réalisation, ça va permettre de satisfaire des fonctions de finalité. Voilà, donc à partir de cette deuxième phase, on a un paquet de fonctions à mettre dans le cahier des charges. Pour éviter d'aller au tribunal, ce serait quand même bien qu'on apporte un peu de robustesse à la description de ces fonctions. C'est pour ça que ces fonctions de réalisation, on les rassemble dans un tableau qui s'appelle le tableau d'analyse fonctionnelle, pour lequel, fonction par fonction, on va caractériser le résultat que l'on attend. Donc là, grosso modo, c'est un tableau qui a des lignes et des colonnes. Et dans les colonnes, on va retrouver bien sûr la dénomination de la fonction, éventuellement le poids que l'on met dessus en termes d'utilité. On va trouver une liste de critères. Donc les critères, c'est qu'est-ce que je mesure sur chacune des fonctions pour être capable de dire que le résultat, je l'ai ou je l'ai pas. Sur ce critère, il nous faut une limite d'acceptabilité, une tolérance, bien sûr. Et pour être capable de dire que le résultat je l'ai ou je l'ai pas, il faut que j'ai prévu dans ce tableau ce qu'on appelle un protocole de test, c'est-à-dire un mode opératoire de contrôle qui permet de vérifier l'obtention ou pas du résultat attendu. Voilà.
Ça, c'est le minimum que l'on met dans ce tableau d'analyse fonctionnelle. On pourrait éventuellement prévoir une colonne supplémentaire de flexibilité. La flexibilité, c'est la négociabilité de la clause. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de faire des concessions d'entrée de jeu sur des fonctions que l'on soumet dans un cahier des charges. Moi, je suis pas fan, parce que si on laisse la porte ouverte à une négociation, bah, la négociation a lieu. Et comme la qualité, a priori, c'est ce que veut le client et c'est ce qu'on va chercher, ça me gêne un peu de parler de flexibilité. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas flexible, ça veut juste dire que cette information, il faut qu'on l'ait, et on verra ce qu'on en fera autour des offres. Et parfois, on sera amené à utiliser effectivement une certaine flexibilité, parce que, pour des raisons de coût par exemple, on s'apercevra que c'est quand même très très cher par rapport à ce que c'est utile. Voilà. Donc ça, c'était la phase de caractérisation, qui est donc la troisième phase de l'analyse fonctionnelle, qui va nous permettre d'amener de la robustesse dans le cahier des charges que l'on soumettra à nos fournisseurs. Ce TAF, ce tableau d'analyse fonctionnelle, si on rajoute 2 colonnes, la première, fournisseur, comment tu le fais, c'est-à-dire la solution technique proposée par le fournisseur, et une autre colonne, combien ça coûte, on verra que ça va beaucoup nous aider par la suite, notamment pour l'exercice qui va s'appeler l'analyse de la valeur. Voilà. Dans l'analyse fonctionnelle, on a dit qu'il y avait 4 phases. La dernière, ça va consister quand même à hiérarchiser les fonctions de finalité. On a dit tout à l'heure, si je reprends l'exemple de ma machine à café, c'est fait pour faire du bon café, c'est fait pour qu'elle soit belle, et c'est fait aussi pour qu'elle consomme pas trop de courant. Les 3 fonctions, j'en ai besoin, bien sûr, mais il y a peut-être une fonction dont j'ai plus besoin que les 2 autres. Ah oui, mais bien sûr, faire du bon café. La question c'est, j'en ai besoin beaucoup plus, ou seulement un peu plus, ou j'en ai besoin autant que le reste? Eh bien, c'est une information qui est capitale, puisque, toujours dans l'idée de raisonner en analyse de la valeur, ce serait bien que le concepteur de la solution, c'est-à-dire pourquoi pas notre fournisseur, mette l'argent qui va lui être donné dans les fonctions en priorité qui sont le plus utiles, qui mette un peu moins d'argent dans ce qui est moins utile et presque pas d'argent dans ce qui est presque pas utile. Donc, ça nécessite pour nous, ou pour notre client, de nous dire qu'est-ce qui est utile et dans quelle mesure donc on va pouvoir dire à notre fournisseur dans quoi il faut qu'il concentre ses efforts. Ça s'appelle la phase de hiérarchisation des fonctions de finalité. Il existe un outil pour ça, qui s'appelle le tri croisé, et qui permet notamment de comparer chacune des fonctions à toutes les autres individuellement, pour être capable d'obtenir au final, en pourcentage, un poids de chaque fonction par rapport aux autres. Ça c'est fondamental quand on n'a aucune idée de l'utilité relative des fonctions. Ça vaut le coup de le faire, c'est pas compliqué, c'est un peu fastidieux quand il y a beaucoup de fonctions, mais ça a le mérite d'orienter les conceptions et les efforts de conception dans les bons sujets. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse fonctionnelle, donc nos 4 phases. On est capable avec ça de faire un cahier des charges bien organisé, bien robuste, qui contient des fonctions de réalisation qui nous aideront à satisfaire des fonctions de finalité et qui vont nous aider aussi à mesurer la qualité réception donc des produits qu'on aura achetés. Voilà, on pourrait s'arrêter là. Mais c'est un peu dommage parce qu'on est aux achats et qu'aux achats on se pose la question de est-ce qu'on en a pour notre argent, c'est-à-dire est-ce que j'ai bien acheté. On revient à la question de fond. Alors pour ça, on va continuer l'exercice sur la base de l'analyse fonctionnelle, on va aller dans l'analyse de la valeur. Lorsque le fournisseur il va nous proposer des solutions techniques, si on a fait l'effort de lui demander une décomposition des coûts de ces différentes solutions, on va être capable de se poser la question de chaque composant de son produit qui est valorisé, à quoi il sert, dans la satisfaction de quelle fonction. Donc si on réfléchit bien, il y a des outils pour ça, on va créer une matrice des transferts qui va être capable de nous dire à quoi sert chaque composant dans chaque fonction. Ce qui veut dire que si on a le coût des composants, on est capable de dire dans quelle mesure on peut ventiler le coût de chaque composant dans chacune des fonctions, grâce à cette matrice des transferts. Si on sait ventiler le coût des composants dans les coûts des fonctions, on passe de coût organique en coût fonctionnel. Le coût des fonctions, on peut le calculer en pourcentage du total.
Ce qui fait que, du coup, on est capable, pour les fonctions de finalité, de comparer sur un même graphique à la fois l'utilité et le coût en pourcentage du total. Si je reviens au début de mon propos, où on parlait de valeur, hein, où la valeur, on avait dit que c'était la valeur, c'est le ratio de l'utilité sur les coûts. Et bien là, grâce à ces matrices de transfert qui permettent de ventiler des coûts organiques dans des coûts fonctionnels, on peut comparer l'utilité relative de chaque fonction en pourcent avec le coût relatif de chaque fonction en pourcent également. C'est-à-dire qu'on rend homogène des grandeurs qui ne le sont pas, hein, l'utilité d'un côté et les euros de l'autre. Ça nous permet de voir si on en a pour notre argent fonction par fonction. Le gros intérêt de ça, c'est que fonction par fonction, si c'est plus utile que c'est coûteux, bah tout va bien. Ça veut dire que le fournisseur il a bien fait son travail, hein, il a bien dimensionné sa solution technique à la hauteur de ce qu'on veut, et pour le coup qui va bien. Par contre, on va avoir des cas où on va s'apercevoir que c'est beaucoup plus coûteux que c'est utile. Alors là, pour le coup, ça va nous gêner un petit peu parce que ça veut dire que par exemple, pour la cafetière qui est censée être belle et nous plaire, il leur a mis des composants un petit peu luxe avec des pièces chromées un petit peu partout et pourquoi pas de la peinture avec des paillettes d'or. C'est très joli, mais c'est quand même très très cher et c'était pas tout à fait pour ça qu'on voulait une cafetière. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est sur la base de ces informations, qui ne peuvent donc provenir que de l'analyse de la valeur que l'on fait après avoir fait l'analyse fonctionnelle, hein, bah ça va être de proposer à notre fournisseur un deuxième tour, pour lequel on va le lire sur un certain nombre de fonctions spécifiques bien identifiées, de revoir sa copie, c'est-à-dire de nous proposer des solutions techniques moins coûteuses. Du coup, quand il va revenir derrière, avec des solutions techniques moins coûteuses, il aura ramené le coût de la fonction à la hauteur de l'utilité qu'on en a, et donc du coup, on en aura bien pour notre argent. Voilà. Alors, il peut se passer le cas où le fournisseur va nous répondre « Non, j'ai bien travaillé, je suis allé au bout de l'exercice, je ne sais pas faire mieux que ça, et donc circuler, il n'y a rien à voir ». Bon, alors, si c'est un vrai point bloquant pour nous au niveau du coût, c'est au niveau de la valeur, il reste encore une solution. C'est celle que j'avais évoquée tout à l'heure et pour laquelle j'avais dit que j'étais pas fan. Bah, ça va être d'utiliser la classe de flexibilité des fonctions, donc ce qu'on aura mis dans le cahier des charges, hein, cette colonne qui dit dans quelle mesure les fonctions sont négociables ou pas. Alors, si vous cherchez sur Internet, hein, vous verrez qu'il existe des normes qui donnent des classes F0, F1, F2, etc., qui décrivent d'une manière assez peu précise ce qu'on entend par flexibilité. Moi, je vous encourage vivement, si vous voulez présenter à votre fournisseur une notion de flexibilité, de le décrire d'une manière plus précise. Ou si vous ne présentez pas au fournisseur, tout au moins d'obtenir de votre client la négociabilité de son besoin d'une manière précise. Alors ce qu'on peut négocier, le cas le pire, c'est la fonction elle-même. Ça veut dire qu'on la supprime carrément, hein. Donc, la cafetière c'est fait pour qu'elle soit belle, et ben on la supprime, c'est-à-dire on aura une cafetière moche. Bon, mais elle fera quand même du bon café, c'est déjà un moins normal. Donc on peut carrément donc supprimer la fonction éventuellement. Donc ça serait quand même la flexibilité la plus grande. Après, on peut très bien dire que c'est pas la fonction que l'on négocie, c'est pas son existence, pour être précis, mais ça peut être la limite d'acceptabilité qu'on aura mis sur les critères dans le cahier des charges, ou alors la tolérance qu'on aura mis sur la limite d'acceptabilité sur les critères. Voilà, donc là ça permet de faire des concessions qui sont peut-être un peu moins graves que de carrément faire sauter des fonctions du cahier des charges. Voilà. Donc ça, c'était l'analyse de la valeur. Donc l'analyse de la valeur, hein, petit résumé, on l'a fait juste après l'analyse fonctionnelle, et on compare le coût relatif des fonctions à l'utilité relative des fonctions, et lorsque c'est plus coûteux que c'est utile, alors il y a du grain à moudre en solution technique à optimiser, ou éventuellement réduction de coûts. Voilà, on en a terminé pour ce bref exposé qui a la prétention de résumer dans les grandes lignes à la fois l'analyse fonctionnelle et l'analyse de la valeur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous pour plus de détails. Je suis Laurent Joly, je suis le patron de LJC Buying Process, qui est un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans le management de la relation fournisseur. Donc nous formons des acheteurs, nous formons des qualiticiens, nous formons des logisticiens, nous formons des prescripteurs et tout un tas d'autres gens qui sont en lien de près ou de loin avec les fournisseurs. N'hésitez pas à revenir vers nous, ce sera avec plaisir. À bientôt, au revoir.